Parfait. Ok. Bon, alors je reprends. Donc, en fait, je suis Laure Régnier, je suis doctorante contractuelle à l'Université de Cergy-Paris en sciences de l'éducation, de la formation. Et donc, effectivement, j'ai rejoint le groupe de l'insertion professionnelle. Donc, suite à ce que disait Quentin, donc on va juste vous présenter quelques chiffres hein, qui sont quand même assez parlants. Donc, tout d'abord, il y a 70% des femmes qui sont concentrées dans les 24 métiers dits féminins ou considérés comme tels. Donc ça provient, c'est des chiffres de la DARES de 2019. Ensuite, parmi la population française âgée de 25 à 34 ans, on constate qu'il y a 51% des femmes qui sont diplômées d'enseignement supérieur contre 42,5% des hommes. Et aussi tout métier confondu, les rémunérations médianes sont globalement plus faibles. Donc chez les jeunes femmes avec 3 ans d'études ou plus, c'est en tout cas en Île-de-France 2 250 € par mois contre 2 540 € pour les jeunes hommes. Donc voilà, ça fait quand même une belle différence encore. Donc, au cours de l'intervention, nous, on a recueilli des paroles de jeunes. Donc, c'est des témoignages sur lesquels on s'est basé, en fait, qui ont été recueillis sur Instagram et qui ont servi de support pour un colloque le 8 juillet dernier. Donc, en fait, ces témoignages ont été décryptés. Ils ont été servis pour créer des ateliers. Et là, on s'en sert aussi pour montrer ce à quoi les gens sont confrontés, les femmes sont confrontées. Donc, au niveau des propositions, des mesures seront faites. Donc, toutes ces propositions elles sont à retrouver dans le pacte pour l'égalité de genre dans l'insertion professionnelle des jeunes, qui a été établi par les jeunes de l'Institut de l'engagement en collaboration avec le laboratoire. Et il est à retrouver sur notre site et sur les réseaux sociaux depuis le 28 septembre. Donc, au niveau de l'orientation professionnelle, donc je vais vous donner un premier témoignage qu'on a recueilli sur lequel on s'est basé. Donc, en fait, il s'agit d'une jeune femme qui nous explique que, en fait, elle a longtemps cru vouloir travailler avec les enfants. Donc, elle explique qu'elle a fait son stage dans une crèche et c'était en fait complètement à l'encontre de ses envies, mais ce qu'elle a compris seulement après. Elle explique que je ne pense pas m'être freinée dans mes ambitions au sujet de mes études. Je me suis toujours affirmée quant au chemin que je voulais suivre, et ceci, même si ça allait à l'encontre de mes parents et de mes professeurs. Par contre, j'ai reçu une très mauvaise orientation au collège et au lycée, puisqu'on lui avait conseillé en fait de s'inscrire dans des formations de coiffure ou d'esthétique. Donc le champ dans lequel j'étudie actuellement, communication internationale, médiation culturelle, est dominé par le genre féminin. Elle précise qu'il n'y a d'ailleurs que des filles dans sa classe, mais elle se demande si elle s'est dirigée vers cette voie professionnelle, si c'est le résultat de tout un processus de socialisation en tant que jeune fille et qu'il y a du coup une déconstruction à faire, ou si c'est justement parce qu'elle a été socialisée en tant que fille qu'elle a pu suivre, en tout cas elle estime qu'elle a pu suivre ses envies plus qu'un garçon, qui aurait peut-être eu plus de pression sur son orientation professionnelle. Et elle explique, je suis aussi persuadée que depuis le CP, mon genre a fait qu'on m'a incité à avoir un comportement très sérieux en classe, ce qui m'a permis de pousser en fait aussi loin mes études. Voilà, donc je laisse la parole à Anna qui va nous proposer un décryptage en fait de ce témoignage. Merci Laure. Donc, bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Hana Fougali. Je suis attachée d'enseignement et recherche à Paris Descartes. Et je suis également secrétaire générale depuis peu, donc du laboratoire de l'égalité. J'ai rejoint le groupe de travail insertion professionnelle depuis quelques mois. Et en effet, étant très intéressée sur ces sujets, j'ai voulu rejoindre le groupe et donc on est en train de travailler sur ces questions qui concernent l'insertion professionnelle des jeunes femmes. Ce que je vais faire, c'est une sorte de décryptage ou peut-être analyse un tout petit peu poussée de ce que Laure donc, vient de lire et du témoignage qu'elle vient de présenter. Donc, on a l'idée, en tout cas le stéréotype des filles qui sont naturellement attirées par les métiers de soins à l'autre. Et effectivement, peut-être avant de s'attarder sur ce stéréotype-là,
expliquer en 2 mots ce qu'on entend par stéréotype, donc l'idée de catégoriser finalement et l'idée de généraliser certaines caractéristiques à un groupe entier de personnes. Et c'est un peu ce qui se passe, donc c'est un peu une logique essentialiste qui s'attache à l'idée des stéréotypes. Et ici, à l'occurrence, donc l'idée que les filles vont être poussées ou vont avoir plutôt envie de s'investir dans des domaines qui concernent le care, le soin, ou encore celui de la représentation physique, donc de la beauté, etc. Et puis, l'idée que cette jeune fille va souhaiter s'orienter vers des métiers de l'esthétique et de la coiffure démontre le fait que à l'école déjà, il y a des orientations scolaires qui sont sexuées dans le sens où les enseignants-enseignantes ont souvent tendance à consacrer un temps différent. Par ailleurs, il y a des travaux qui ont bien démontré ça, parmi lesquels on retrouve celui de Marie Durubella, qui démontre justement qu'il y a un pourcentage de temps qui passe ou elle passe avec les élèves donc garçons, qui est plus important que celui qu'elles vont dédier aux filles. Et ce temps-là, cette interaction-là, elle est apparemment plus formatrice sur un plan donc pédagogique. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va aussi pousser et valoriser beaucoup plus les matières, par exemple scientifiques, pour les garçons, plutôt que pour les filles. Donc, on ne va pas trop les inciter, on ne va pas trop les pousser vers certains métiers. Et donc, la discrimination, disons comme ça, dans le cas de ce témoignage, c'est l'idée que cette fille n'a pas reçu des conseils adaptés pour son orientation professionnelle, puisqu'encore une fois, on a automatiquement pensé qu'elle devrait ou elle pourrait être mieux dans une filière qui est soi-disant féminine et donc où elle pourrait être le mieux d'un point de vue voilà, de son sexe ou par le fait d'être femme. Voilà, on va enchaîner peut-être avec la présentation d'autres témoignages et puis je reprendrai la parole. Merci. Alors, du coup, donc ça, c'est des situations qui se présentent qui sont très très courantes, voire même qui font un peu office de norme dans le parcours des jeunes. Et donc, c'est pour ça que dans le cadre du Pacte pour l'égalité, on a développé plusieurs propositions à mettre en place pour faire en sorte que ce genre de situation ne se reproduise plus et que les jeunes femmes soient orientées au même titre que les jeunes hommes. Du coup, une des premières propositions qu'on a formulées, ça serait une proposition de formation de l'ensemble de la communauté éducative. Donc, une formation qui soit à destination des professionnels, qui permette de créer des modules d'enseignement spécifiques aux stéréotypes de genre et à la mixité des métiers dans toutes les formations diplômantes des secteurs de l'éducation. Ça pourrait permettre à chaque nouvel acteur et à chaque nouvelle actrice qui arrive dans le champ de l'éducation d'être formé, d'être éduqué aux différents stéréotypes de genre et donc de ne pas reproduire ces inégalités. Donc ça concerne tous les acteurs de l'éducation et notamment dès le plus jeune âge, de la petite enfance à l'enseignement supérieur. On le voit très bien par exemple sur la manière dont sont utilisés les cours de récré où les filles longent les murs et les garçons jouent au foot au milieu par exemple. Mais ça concerne tous les acteurs et pas que les enseignants. Ça concerne aussi bien évidemment les CPE, les personnels d'orientation et les différents organismes qui peuvent accueillir des jeunes en apprentissage. Et du coup, la deuxième, ça serait de sensibiliser et d'informer les élèves. Donc là, ça serait une proposition qui serait plus à destination des élèves et qui consisterait en l'organisation de journées de sensibilisation obligatoires sur les stéréotypes de genre et à l'orientation professionnelle non genrée pour chaque cycle et chaque étape de l'orientation. Donc du collège aux études supérieures, ça permettrait aux jeunes de pouvoir être orientés et de pouvoir être conseillés au mieux dans leur orientation en minimisant, voire en annulant tous les stéréotypes de genre, faire en sorte que justement les jeunes filles comme
comme celle qui nous a envoyé ce témoignage, ne soient pas orientées automatiquement dès le collège vers des CAP coiffure ou des BEP esthétique parce que c'est les femmes et que les femmes, ça fait l'esthétique et de la coiffure, quoi. Ce qui est bien évidemment faux. Et du coup, donc une troisième proposition qui permettrait de pouvoir répondre aussi à cette situation, ce serait de favoriser la mixité sociale dans les premières expériences professionnelles. Donc, si on favorise la mixité des métiers dans les stages de découverte professionnelle, que ce soit en classe de 3e par exemple, afin de pouvoir privilégier des orientations professionnelles non genrées, ou alors de permettre un deuxième stage de découverte dans un secteur différent, ça permettrait de favoriser la création, par exemple, de binômes filles-garçons dans le cas des offres de stage, lorsque cela est possible. Ça permettrait de pouvoir grandement féminiser les métiers qui sont dits masculins et de masculiniser les métiers qui sont dits féminins, et donc de pouvoir mettre un terme aux inégalités de genre dans l'insertion professionnelle des jeunes, ou en tout cas dans leur orientation. Donc après, je vais laisser Laure vous parler de la suite. Alors, en fait, donc on a pris aussi un deuxième témoignage, donc qui est un autre problème récurrent que les femmes rencontrent, qui est plus sur en fait comment je veux dire, l'aspect un petit peu sexuel des choses, entre guillemets, les sous-entendus, les blagues graveleuses, enfin les contextes qui sont pas propices à un travail serein. Donc là, on a le témoignage d'une deuxième jeune fille qui explique qu'une connaissance a fait un entretien d'embauche pour un stage avec 2 hommes haut placés dans une institution financière internationale, pourtant très importante. Pendant l'entretien, on fait des remarques déplacées à connotation sexuelle. Donc, sous prétexte de faire une métaphore financière, un des hommes mentionnait l'exemple des carottes, après quoi les 2 hommes ont ri à la suggestion d'une forme phallique. Donc, évidemment, ce qui a mis la jeune fille extrêmement mal à l'aise. Donc voilà, donc ça, on sait aussi que c'est un phénomène qui est rencontré de manière assez récurrente dans le milieu professionnel. Donc, on a aussi œuvré et des propositions dans le pacte qui sont là pour y répondre. Voilà, donc je laisse la parole à Anna. Alors, je vais commencer parce qu'il y a un petit souci technique, donc il n'y a pas la caméra, mais je pense que vous voyez à l'écran le partage des slides, ce qui est encore plus important et parlant. Donc, dans ce cas, on a donc l'idée que le milieu de la finance est un domaine réservé aux hommes, ce qui n'est absolument pas le cas, mais effectivement, étant donné qu'il y a une présence beaucoup plus importante d'hommes dans ce secteur pour le moment, ça donne une sorte de légitimité voilà, à une violence symbolique, à une domination implicite qui est encore ancrée dans ces milieux, et ce qui permet donc à des hommes notamment de prendre la liberté de faire des commentaires qui puissent faire allusion donc au corps d'une femme, ou voilà, des allusions sexuelles en général. Et donc, les femmes ne peuvent pas être prises au sérieux dans ce domaine, donc les plaisanteries sont autorisées, va un peu dans ce sens, puisqu'on va se permettre de considérer les femmes comme outsiders, en quelque sorte, donc quelqu'un qui n'est pas censé être dans ce milieu et donc qui est censé aussi accepter tout ce qui va, donc tout ce qui est moquerie, tout ce qui va inférioriser finalement leur statut au sein de ces milieux-là. Et ce qui est encore aussi intéressant à décrypter dans cette situation, c'est en quelque sorte l'acceptation qui va avoir lieu de la part de cette jeune femme, qui ne va pas forcément rappeler à l'ordre ces hommes, mais elle va plutôt sourire, accepter, et donc en quelque sorte, elle a incorporé, disons comme ça, ce discours de domination masculine à travers un discours social légitime. Et donc, elle ne va pas remettre en question toute la situation, même si elle a intériorisé, bien évidemment, un malaise, et elle a subi un malaise dans ce moment-là à cause de ces mots. Ce qui va aussi avoir des répercussions par rapport à son poste de travail et par rapport à sa manière de se rapporter et de socialiser dans un milieu professionnel de ce type-là.
Donc, cette jeune femme a eu des conditions d'entretien humiliantes. Donc, je le rappelle, dans la section discrimination, comme on l'a mentionné dans cette slide, ce qu'elle n'aurait certainement pas subi si elle était un homme. Et ça, effectivement, c'est quelque chose qu'on retrouve dans ce témoignage, mais aussi dans d'autres témoignages. Donc, je laisse la parole à Quentin pour les solutions afin de résoudre ce problème. Alors, donc ça, c'est aussi un problème sur lequel les lauréates et les lauréats de l'Institut de l'engagement ont réfléchi quand on a coécrit le pacte. Et donc, une des premières propositions qu'on a pu formuler pour répondre à ça, ça serait de rendre obligatoire la mise en place de formations dédiées à l'égalité entre les femmes et les hommes pour les personnes qui sont chargées de recrutement, donc notamment dans les secteurs publics, les secteurs associatifs, mais aussi dans le secteur privé, ainsi que dans les cabinets qui les accompagnent dans le cadre de leur recrutement. Donc ça, c'est une proposition qui permettrait de pouvoir lutter contre contre tout ce genre de situation en fait, qui se passe dans des entretiens d'embauche et qui ne devrait pas du tout avoir lieu. Ensuite, une deuxième proposition, ça serait de créer une plateforme ressources pour les personnes qui recrutent et qui mettraient à disposition une série de campagnes de sensibilisation sur les discriminations à l'encontre des femmes, notamment les plus jeunes, ainsi que les peines encourues. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, nul n'est censé être soumis à un comportement sexiste dans le cadre du travail. Et donc, chaque blague sur les femmes, chaque comportement, chaque allusion sexuelle, normalement, c'est quelque chose qui déjà ne devrait pas se produire et en plus est pénalement répréhensible. Et donc, le fait de mettre une plateforme ressources à destination des personnes qui recrutent, ça permettrait de pouvoir les sensibiliser sur qu'est-ce qui est ou pas un comportement sexiste, voire du harcèlement sexuel, comme c'est le cas dans ce témoignage, et donc, de leur permettre un petit peu de pouvoir poser déjà les bons mots sur les bonnes choses, et du coup, de pouvoir bien identifier légalement les différents comportements, et donc de ne plus reproduire ce genre de comportement. La plupart du temps, ces comportements, ils sont pas forcément volontaires. Donc voilà, donc c'est à peu près tout pour nous. Donc je ne sais pas si vous avez des questions ou pas. On va pouvoir les voir et essayer d'y répondre. On a vraiment essayé de garder un temps le plus grand possible pour les échanges. L'idée, c'est certes, de présenter des témoignages, de pouvoir les expliquer et de pouvoir présenter des propositions, mais aussi d'échanger et de pouvoir comprendre un petit peu ce dont on parle. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions par rapport à des choses qu'on a pu dire, par exemple. Ou peut-être juste un commentaire ou quelque chose à rajouter ou quelque chose que vous souhaitez partager avec nous. Alors déjà, peut-être on peut vous conseiller des ouvrages déjà qui ont été écrits. Et qui correspondent à ces deux témoignages, en fait. Donc, ça permet d'approfondir un peu par rapport au pacte. Oui. Donc, peut-être, Laure, tu veux présenter celui de Brigitte Grésy? Oui, alors en fait, elle a écrit un ouvrage, donc c'est la collection Égal à Égal, qui est faite aussi aux éditions Belin par le laboratoire de l'égalité. Voilà, donc c'est le sexisme au travail, la fin de la loi du silence. Donc justement, elle explique que dans le monde du travail, le sexisme fait toujours l'objet d'un déni de la part des victimes comme des auteurs. Et en fait, elle dénonce toute une gamme de comportements, hein, donc parfois très insidieux, mais toujours délétères en fait. Hein. Donc ça va du compliment un peu déplacé à la blague graveuse, en passant par des gestes, des attitudes ou même des violences. Donc elle propose une série de réponses, mais que ce soit individuel, mais aussi des réponses collectives. Et elle rappelle aussi au passage, parce qu'il y a quand même un certain nombre de lois qui ont été introduites dans le Code du travail. Donc, voilà, il y a aussi déjà des choses au niveau légal qui ont été mises en place. Donc, voilà, ça, c'est un des deux ouvrages qui peuvent approfondir un peu les réflexions. Et le deuxième, donc, qui est plutôt peut-être avec l'ouvrage qui concernait l'orientation scolaire,
professionnelle plutôt. Donc, l'école apprend-elle l'égalité des sexes? Et donc, c'est Isabelle Collet. Et pareil, ça fait partie de la collection Égal à Égal, dans lequel elle nous rappelle effectivement que l'école fait partie des acteurs principaux durant la socialisation primaire et secondaire des individus. Et donc, le fait que c'est important aussi de se pencher sur le sujet de l'éducation à l'égalité, et ne pas seulement s'attarder sur la question de l'égalité femmes-hommes dans le monde professionnel au moment où on rentre dans le monde professionnel, mais c'est quelque chose qui se passe bien avant et sur laquelle il faut aussi s'intéresser. Voilà. Je vois qu'il y a une question à laquelle tu pourras probablement répondre, Quentin, peut-être. Ouais, c'est une question de Rosemine, du coup. Donc, est-ce qu'on a prévu de se rapprocher d'entreprises ou d'associations ou de plateformes pro pour présenter nos propositions? Alors, c'est prévu. C'est prévu. Donc, déjà, dans un premier temps, plutôt cette année, on avait présenté une version prévisionnelle du pacte à tous les candidats, à presque tous les candidats à l'élection présidentielle, qui est de tous ceux à qui on l'a présenté l'ont signé. Et donc, elles se sont a priori engagées, donc non seulement à le respecter, mais aussi à mettre en place ces propositions, ce qui pour l'instant n'est pas du tout d'actualité, mais bon, c'est un engagement qu'ils ont pris. Après, donc, on s'est rapproché aussi d'un lycée, mais on n'a malheureusement pas pu concrétiser une intervention parce que c'était beaucoup trop complexe pour être mis en place assez rapidement, mais c'est quelque chose qu'on envisage par le futur. Donc pour l'instant, on n'a pas trop d'autres contacts d'entreprises ou autres, mais si jamais vous avez des suggestions, n'hésitez pas à nous le dire, ou à nous envoyer un message ou un mail pour nous faire des propositions, si jamais vous avez des idées de structures qu'on pourrait contacter. Alors, je me permets donc de lire quelques commentaires qu'on a reçus. Donc, il y a Charlène qui nous conseille un film qui sera diffusé ce soir sur France 2 sur le thème d'une agression sexuelle dans le cadre de travail. Peut-être, Charline, si vous avez le titre pour qu'on puisse le regarder aussi un autre jour, si on ne pourra pas ce soir. Mais merci pour le partage. Et puis, Aline nous dit donc merci pour cette présentation très intéressante. C'est nous qui nous remercions. Et cette mise en perspective entre témoignages, analyses et propositions de solutions, nous parlons effectivement de comportements tellement intégrés socialement par toutes et tous que les jeunes femmes n'ont pas le moyen de décrypter leur caractère anormal et surtout ne se sentent pas autorisées à y répondre. Effectivement, et je rajoute aussi l'idée, je parlais de domination parce que lorsqu'on parle d'une domination, il y a toujours un dominant et un dominé. Et effectivement, le dominé, donc dans ce cas, la femme, a toujours tendance de voir les choses avec la perspective qui lui a permis d'avoir celui qui domine. Donc, effectivement, on a une catégorie sociale qui voit le tout autour d'elle et qui se construit elle-même avec aussi cette vision-là. Et c'est ce qui est très important et c'est pour ça que je parlais finalement d'un décryptage qui doit être effectué déjà à l'enfance pour éviter ce genre cette idée d'intérioriser finalement une infériorité et donc aussi d'accepter, de légitimer et d'autoriser certains comportements. Mais je vous rejoins tout à fait, Ali. Si je peux juste rajouter quelque chose, oui, il y a aussi une culture d'entreprise qui peut être favorable ou non à des comportements sexistes. Et c'est vrai que bien souvent, qui plus est quand on est jeune femme, qu'on veut avoir une carrière, de crainte d'être disqualifiée d'office pour certains postes, on va avoir tendance à du coup accepter certains comportements ou certaines choses et avoir des hésitations, soit à les dénoncer, soit même à les considérer comme anormales. Parce que finalement, on va avoir tendance à minimiser en disant ah, mais c'est pas grave, voilà. Et parfois, on constate aussi un effet de ce qu'on appelle le boys club, donc c'est-à-dire un effet de groupe au masculin où on va faire un peu des blagues graveleuses, etc. Et où des femmes se disent bah je vais rire avec parce que voilà, je veux pas me les mettre à dos en clair quoi. Mais même sans les mettre à dos, finalement, si socialement parlant, même lorsqu'on est dans un groupe de personnes, on a tendance à accepter, à vouloir être intégré dans ce groupe. Donc, finalement, le fait de rejeter une manière de faire
encore une fois par 2 ou 3 personnes, lorsqu'on se sent déjà ne pas forcément appartenir à un milieu, c'est un peu compliqué. Oui. D'autant plus quand on est femme et qu'il n'y a que des hommes autour, voilà, ça devient particulière comme situation. Oui, et puis il y a aussi dans le phénomène de Boys Club, il y a aussi quelque chose qui est un engrenage et un levier qui est important, c'est que au final, quand on rigole à une blague graveleuse, même en tant qu'homme, quand on défend quelqu'un qui a été accusé de choses qu'il n'aurait pas dû commettre, en fait, c'est tous les hommes qu'on défend et tous les agresseurs, et donc nous en tant que potentiels agresseurs plus tard. Et c'est aussi pour ça que c'est important pour moi de pouvoir se positionner frontalement contre ces comportements, contre ces agressions et contre le moindre de ces comportements, la moindre de ces agressions, le moindre de ces comportements sexistes, parce que en tolérer certains, c'est autoriser de facto d'autres, et d'autres beaucoup plus graves, surtout que quand on a des choses qui sont plus graves, on va avoir tendance à minimiser les choses et à dire ouais mais non, c'était qu'une blague, ou alors à diaboliser les gens qui répondent. Enfin moi je compte plus le nombre de fois où on m'a dit que j'étais le relou de service, et pas que par des personnes qui sont censées ignorer la loi, bien au contraire. Et donc c'est pour ça que c'est aussi important d'éduquer, de former, parce que la plupart du temps, les gens, ils n'ont pas conscience de ce mécanisme-là. Et moi, je me dis pas en tant qu'homme, quand je rigole à une blague graveleuse, je fais c'est cool, c'est-à-dire que plus tard, moi, je pourrais avoir un comportement ultra sexiste et les autres hommes, ils vont me défendre. Donc si je le défends, il va me défendre. C'est des mécanismes qui sont induits, avec lesquels on s'est construit, et c'est pour ça que c'est important aussi de pouvoir les déconstruire. C'est des comportements, comme on le disait juste avant, sociaux, qui sont intégrés. C'est notamment pour ça que c'est important de commencer dès le plus jeune âge, même dès l'école maternelle ou dès l'école primaire. Parce que, oui, les petits-enfants je le mentionnais tout à l'heure, les petits garçons qui jouent au foot et qui prennent 99% de l'espace dans la cour, c'est plus tard des hommes qui, dans la rue, vont pas avoir conscience de la place qu'ils prennent dans la rue, dans une réunion, ne vont pas avoir conscience de la place qu'ils prennent dans une réunion, et qui vont, comme ça, prendre de plus en plus de place, et la plupart du temps, une place qu'ils n'ont pas à occuper. Après, peut-être pour contrebalancer aussi l'argument, c'est intéressant de voir aujourd'hui à quel point les entreprises prennent en considération aussi tout ce qui concerne les risques psychosociaux qui peuvent être subis par les employés, et notamment par les employés femmes, puisqu'elles peuvent être touchées beaucoup plus que des hommes par des questions, des situations de harcèlement sexuel ou de sexisme ordinaire. Et donc, je pense que c'est important aussi de le voir en termes de coûts. Et dans ce sens-là, je pense qu'on peut aussi attirer un peu plus l'attention des entreprises qui se rendent compte à quel point c'est important de protéger les employés et d'éviter aussi comment dirais-je, de légitimer des comportements qui ne doivent pas avoir lieu. Alors, je pense. Alors, tu veux peut-être lire. Il y avait plusieurs choses. Il y avait quelqu'un qui nous demandait si des actions auprès de syndicats sont envisagées. Pas pour l'instant, mais pour la bonne raison qu'on n'a pas de contact a priori. Mais s'il y a des personnes qui ont des contacts et qui souhaitent faire une mise en relation ou nous les partager pour qu'on puisse les contacter, c'est avec grand plaisir qu'on contactera tous les acteurs qu'on peut contacter, à plus forte raison les syndicats, et notamment les syndicats de travailleurs et de travailleuses qui défendent leurs droits. Après, on a dans le même type de commentaires Astrid Riffard qui du coup nous remercie pour cette présentation. Non, merci à toi d'être là. Enfin, s'il n'y a pas de spectateurs, il n'y a pas de présentation. Mais c'est vrai. Oui, non, je suis d'accord. Et qui nous dit qu'il y a beaucoup de réseaux féminins qui pourraient être intéressés pour relayer nos travaux, ou signer une lettre ouverte pour soutenir, porter les propositions ou autres, avec grand plaisir aussi. Avec grand plaisir pour travailler avec le nombre le plus large d'acteurs possible pour réussir à faire des travaux les plus gros possibles et
les plus consensuelles possibles et à les diffuser le plus possible. Donc, pareil, Astrid, si tu as des contacts à nous transmettre, n'hésite pas à nous les envoyer. Et par ailleurs, c'est la raison pour laquelle on a aussi demandé les témoignages sur Instagram, parce qu'on s'est dit qu'il fallait aussi utiliser des plateformes qui étaient plus peut-être utilisées par des jeunes femmes, par des jeunes hommes aussi, qui peuvent dénoncer certaines situations auxquelles ils ont assisté et qu'ils n'ont pas appréciées. Mais voilà, en général, on essaye aussi d'avoir un point de vue des jeunes dans les réseaux sociaux et voir un peu ce qui se passe au niveau associatif. Mais pas que. Donc, effectivement, on serait vraiment intéressé. Et merci beaucoup pour cette suggestion. Non, je regarde s'il y a quelque chose d'autre. Sinon, pour rebondir sur ce que tu avais dit tout à l'heure, il y a Nicole Vézina qui justement qui est une ergonome qui travaille sur justement les soucis que les femmes peuvent rencontrer dans le milieu du travail, c'est-à-dire sur les équipements, les procédures qui sont pas adaptées à leur corps, voilà, qui sont pas faits pour elles. Et en fait, qui expliquait que, enfin, sa méthode, en fait, c'était justement de trouver des choses à améliorer qui aillent dans le sens de l'employeur, c'est-à-dire qui préservent la productivité et qui du coup ne sont pas accueillis de manière défavorable, quoi. Donc c'était un peu un point d'entrée qu'elle avait choisi qui était quand même assez intéressant pour justement pour faire bouger les choses, quoi, et pour mettre en lumière le fait que adapter les choses aux femmes, c'est pas forcément quelque chose de négatif et ça peut avoir un impact très positif en termes économiques. Tout à fait. Oui, après, il y avait Aline aussi qui nous suggérait d'associer des médecins du travail aux formations. Parce qu'ils ne sont pas toujours les alliés des femmes, notamment dans le cas de harcèlement ou de discrimination au travail. Oui, c'est une bonne idée. Enfin, pour moi, Oui. la médecine du travail, c'est plutôt tout ce qui va être, pour moi, lié à la psychosociale, et c'est des personnes qui, normalement, sont formées à ce genre de choses. Donc, oui, c'est normalement, effectivement. Voilà, moi, je rejoins Aline parce qu'on le donne par acquis, mais ce n'est pas le cas, malheureusement. Donc, je suis d'accord pour les solliciter également pour faire des formations. Et je dirais pas seulement d'un point de vue voilà, de problèmes d'harcèlement ou de discrimination, mais même d'un point de vue de santé tout court, étant donné que lorsqu'on parle de plusieurs finalement maladies, on a des symptômes qui sont différents chez les femmes, chez les hommes, et il y a un vécu corporel qui est différent, et je pense que c'est important d'intégrer aussi effectivement et d'associer les médecins du travail sur ces questions-là. Oui, surtout qu'en plus, moi je l'ai remarqué dans ma vie professionnelle aussi, déjà malheureusement, qu'on a aussi tendance à rentrer dans une espèce de psychiatrisation des personnes qui sont victimes de harcèlement. Enfin, je ne sais pas si vous avez déjà rencontré des collègues qui ont été victimes, mais moi, dans un précédent emploi, j'avais une collègue qui était constamment la source d'un harcèlement de la part de mon directeur, et qui a fini par être en arrêt maladie pendant longtemps. Et très vite, donc, le vocabulaire qui se met en place, on dit que c'est une personne qui est fragile. Et en fait, on va mettre en place, on va, entre guillemets, justifier, légitimer et amoindrir l'acte du harceleur, de l'agresseur, par une supposée fragilité psychologique de la victime, alors qu'en fait, d'un point de vue clinique, c'est plutôt l'inverse qui se passe. Les personnes, elles vont bien, elles sont heureuses dans leur travail, et un jour, elles tombent sur quelqu'un de toxique, un manager toxique, un responsable toxique qui va les mettre dans des situations de plus en plus délicates, de plus en plus limites, jusqu'à créer un sentiment de mal-être, un sentiment de dépression chez une personne. Et en fait, c'est dans l'autre sens que ça marche. Une personne, elle est entre guillemets fragile, c'est parce qu'il y a eu ce comportement destructeur en amont. Et ça, c'est des choses qui sont très peu conscientisées aussi à la médecine du travail, et qui mériteraient, effectivement, ça mériterait une bonne réforme de formation, et de les associer plus largement à ces travaux. Tout à fait.
Il y a Donc aussi là, une, vas-y pardon. Laure. Il y a aussi une prétendue fragilité aussi au niveau du corps, c'est-à-dire que au lieu de dire que les procédures sont pas adaptées, que les outils sont trop lourds, trop grands, on va dire que bah non, c'est le corps des femmes qui est présenté comme étant trop fragile, mal adapté, différent. Et en fait, plutôt que de se poser, de défaire cette construction qui est de dire que le corps de l'homme est la norme, et au lieu de dire, ben, en fait, il y a deux corps différents, on va plutôt mettre en défaut le corps des femmes, en fait. Donc, Exactement. effectivement, c'est très important d'attirer l'attention des médecins du travail là-dessus aussi. Oui, et puis de ne pas voir, certes, une différence biologique, mais à aucun moment cette différence doit être vue comme une justification pour inférioriser Et voilà. l'un des deux corps. C'est Mm. ça aussi ce qu'il y a, parce que le fait d'être différent ne doit pas non plus être refoulé en disant, voilà, tout est pareil pour réussir, etc. Je pense que c'est ça aussi, c'est exactement ce que tu disais, c'est vraiment une réadaptation finalement de l'entreprise et du monde de travail en général qui doit se faire. Oui. Après, donc on avait un... Merci Astrid, elle nous a envoyé donc un mail. Oui, du coup, bah, on va prendre contact avec du coup Sciences Po au féminin, comme l'a suggéré Astrid, pour du coup bah, pouvoir mettre en place des choses et voir ce qu'on peut voir l'étendue de ce qu'on peut faire ensemble. On a un spectateur anonyme aussi qui nous suggérait de contacter les collectivités territoriales. Donc effectivement, ça peut être une bonne idée. Surtout qu'il y a, voilà, donc dans certains départements, bah, notamment le département de la Seine-Saint-Denis qui est mentionné, il y a beaucoup d'actions qui sont mises en œuvre dans ce sens. Effectivement, c'est un département les plus stigmatisés de France et qui, du coup, bah, met en place beaucoup de choses pour lutter contre cette stigmatisation. Et je pense que c'est effectivement un département qui pourrait être très intéressé par nos actions. Donc, on essaiera de les contacter, je pense. Et si jamais il y a un contact à transmettre ou à privilégier, n'hésitez pas à nous le dire en remarque ou en commentaire, qu'on puisse prendre contact avec elle ou avec eux, comme a pu le faire Astrid, par exemple. Il y a Aline qui nous disait que les personnes qu'elle accompagne et qui sont victimes de harcèlement sont toujours accusées d'être des personnes à problème et nocives pour l'entreprise. Oui, bah c'est un moyen classique, je dirais, d'organiser son impunité. Au final, si on détruit psychologiquement quelqu'un, si la personne est fragile, c'est pas nous qui sommes toxiques. C'est une manière de décrédibiliser l'autre, quoi. Exactement. Et puis, combien de fois aussi on l'entend dans le cadre de ma recherche doctorale, il y a beaucoup de femmes que j'ai interrogées et qui ont changé de poste de travail, qui ont changé d'entreprise, ou à qui leur manager ou la DRH a suggéré de changer de poste parce qu'elles avaient été victimes d'harcèlement. Donc, ce n'est pas l'harceleur qui doit changer, mais c'est encore une fois la victime qui doit s'adapter, qui doit se réfugier dans un autre milieu pour éviter d'être harcelé. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on continue à voir malheureusement aujourd'hui. Oui, puis c'est aussi un très bon moyen de ne pas se confronter à ses responsabilités aussi. Et il faut savoir que en fait, bah, les personnes qui sont en charge des RH, les managers ou autres, quand ils sont face à une situation au mieux de comportement sexiste, au pire d'agression sexuelle, de harcèlement ou autre, c'est leur devoir de mettre en place des choses et de protéger les salariés. Et moi, c'est quelque chose, donc j'avais incité ma collègue qui était victime de harcèlement à faire. Bon, elle ne l'a pas fait, elle a préféré se mettre en arrêt maladie, mais notamment à faire valoir son droit de retrait, par exemple. Il faut savoir que quand un salarié est dans une situation dans laquelle sa sécurité, qu'elle soit physique ou psychologique, n'est pas garantie par son employeur, a le droit de quitter son poste de travail et de se mettre en retrait de son travail le temps que son employeur règle la question. Et donc ça, c'est des choses qu'il ne faut pas hésiter à faire non plus. Donc après, c'est vrai que c'est compliqué, tout de suite se lancer dans un rapport de force alors qu'on est victime de choses, c'est quelque chose qui peut être compliqué. Et voilà, je pense aussi qu'il faut rappeler qu'il n'appartient jamais aux personnes qui subissent
des discriminations, des inégalités, de lutter contre, mais qu'il appartient à la société de faire en sorte que ça n'arrive pas. Mais c'est toujours utile de savoir comment réagir et comment se protéger soi, déjà, quand on est victime de ce genre de comportement. Disons que théoriquement, on sait des fois ce qu'il faut faire dans la structure dans laquelle on se trouve, mais dans la pratique et dans le vécu de la personne, il y a déjà il y a toute une situation émotive aussi qui se met en place. Il y a vraiment un malaise qui s'est créé, qui va déclencher aussi probablement des problèmes physiques chez la personne. Donc, je pense que c'est assez facile, entre guillemets, d'en parler, de savoir ce qu'on peut faire dans certaines situations, mais lorsqu'on est confronté à une situation, c'est différent. C'est là où l'accompagnement et la formation de toutes les personnes qui font partie d'une structure, d'une entreprise et les autres qu'on a mentionnés, donc l'école, etc., c'est là où c'est important. Parce que ce n'est pas, encore une fois, comme tu le disais, à la victime de savoir quoi faire, c'est aux personnes qui sont censées accompagner la victime d'avoir le bon réflexe et de faire ce qu'il faut pour bien aider cette personne-là. C'est ça, et c'est pour ça que c'est essentiel de former aussi, donc je reviens à une proposition de formation qui avait été formulée plus tôt, mais de former toutes les personnes qui travaillent notamment dans les services RH, mais aussi les managers ou les responsables d'entreprise à ce genre de comportement, parce que en premier lieu, c'est eux qui sont responsables si quelque chose se produit. Et à plus forte raison s'ils n'agissent pas. Donc, je ne sais pas si on a fait à peu près le tour, je pense, des questions ou des remarques auxquelles on avait des réponses à apporter. Merci beaucoup en tout cas parce qu'il y a beaucoup de suggestions et qui vont dans différentes directions d'ailleurs. Donc, c'est très enrichissant pour le travail qu'on fait et on prendra en considération chacun de vos commentaires. Donc, merci. Oui, merci à toutes pour vos remarques, vos questions, vos commentaires. Moi, j'ai un remerciement particulier à faire je ne sais pas s'il est là ou pas, je ne pense pas d'ailleurs, mais à Amandine, du coup. Amandine qui bosse au laboratoire de l'égalité, qui n'est pas là aujourd'hui parce qu'elle est en congé. Elle a le droit de prendre des congés, qu'elle les prend. Et sans elle, on n'aurait pas pu monter la conférence qu'on a faite aujourd'hui. Exactement. Et du coup, un grand merci à elle. En plus, je suis sûr qu'elle regardera le replay. Du coup, Okay, ouais. Merci, Merci Amandine. Et merci aux autres personnes aussi qui font partie du laboratoire et qui font le travail derrière pour qu'on puisse être là aujourd'hui. Ouais. Donc, tout le bureau et l'équipe. C'est ça. Notamment Sigal et Léonie qui sont pas très loin, mais juste en face de nous. Et il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée à toutes et à vous dire peut-être à bientôt. Au plaisir d'échanger à nouveau avec vous également et Astrid. À très bientôt. Merci.